Salut tout le monde et bienvenue sur Slow Motion. Est-ce que vous aussi petit, vous rêviez d'être un pirate et avez toujours voulu tout savoir sur eux? Eh ben moi, ouais. Et pour ça, j'ai décidé d'appeler un expert en la matière qui saura, j'espère, répondre à toutes mes questions et surtout toutes les vôtres. Alors sans plus attendre, on part à l'aventure. Allô Romain, Et salut Maxime. dis-moi, je pensais à toi l'autre jour là, j'ai regardé tous les Pirates des Caraïbes et je sais que t'es un grand fan des pirates. Du coup, t'as dû kiffer le film, non? Mais bah, un petit peu, tu vois? Mais le problème dans ces films-là, c'est la réalité historique qui colle pas vraiment à ce qu'ils ont vraiment vécu. Mais sinon, ça reste des bons films. Ok, d'accord. Ben, dans ce cas-là, pour toi, je sais pas, c'est quoi un pirate en termes général alors? Le pirate, ça vient du latin pirata, qui lui-même vient du grec pirates, qui représente celui qui entreprend, celui qui cherche fortune. Donc c'est quelqu'un à la base qui cherchait du coup à améliorer ses conditions de vie. Ce qui n'est pas du tout représenté dans les films. Et sont un petit peu sur le côté ultra violent. Et c'est ça qui pose un petit peu problème. Ils ont été déclarés hostes humano generis, qui veut dire ennemis de la nation par une loi de 1700 qui a été promulguée par le roi d'Angleterre. Et c'est pour ça qu'ils ont été décrits comme un petit peu la pire espèce du monde, alors qu'on est un petit peu loin de la réalité historique. Ok, mais ça veut dire que, je sais pas, il y a différents types de pirates ou c'est quoi le truc? Bah exactement, en fait, t'as différents types de pirates. On avait par exemple, ce qu'on entend souvent, les pirates de façon générale. On avait le flibustier, on avait le boucanier, le corsaire, et on avait même ce qu'on peut appeler aussi les frères de la côte. Ok, et c'est quoi la différence entre tout ça? Le pirate, c'est peut-être la vision la plus classique qu'on voit, c'est le pirate qui est un petit peu le hors-la-loi, le contrebandier qui va voler, qui va piller pour son propre plaisir. On avait du coup après les boucaniers qui sont un petit peu les aventuriers qui étaient installés sur l'île d'Hispaniola, qui est l'actuelle République dominicaine. C'est un peu les gens qui étaient plutôt sur les terres en fait. C'est pas les gens qui étaient sur la mer, et on appelle ça des boucaniers parce qu'en fait ils boucanaient la viande. Donc certains après ont rejoint la flibuste, qui est la deuxième partie qu'on appelle les flibustiers. C'est eux qui étaient plutôt du coup sur la mer. Ça vient du néerlandais vrijbuter, qui s'appelle une personne qui prend librement le butin. Donc c'est surtout des gens qui allaient piller les navires, on va dire espagnols, et qui étaient un petit peu les brigands des Antilles de cette période. Ensuite on avait plutôt les corsaires, c'était ceux qui avaient une lettre de marque qui était remise par un roi, qui accordait en fait la liberté à un corsaire d'attaquer des navires d'un pays contre lequel il était en guerre. Contre lequel, du coup, quand il revenait à quai, le roi prenait un petit pourcentage parce qu'il faut bien faire son business. Et dans ce cas-là, le pirate, s'il se faisait lui-même attaquer, il n'était pas pendu, le corsaire, contrairement à un pirate qui se fait pendre. Donc ces gens qui avaient en gros une autorisation de piller en temps de guerre, un pays en particulier. Et ensuite, on avait le dernier, c'était plutôt les frères de la côte, donc là on est plutôt sur le XVIIe siècle. C'est des gens qui étaient installés du coup sur l'île d'Hispaniola, notamment sous les gouverneurs français, dont François Levasseur, qui étaient se regrouper en fait sur ce territoire-là et qui sont appelés du coup les frères de la côte, boucanier, flibustier. Et je sais pas, c'est qui le premier pirate qui s'est revendiqué en tant que tel ou je sais pas comment ça s'est passé? Si on peut dire la piraterie, bah ça, comme je dis, ça vient de l'Antiquité. On avait des pirates dans la Grèce, on avait des pirates aussi en Phénicie, on avait des pirates du coup dans la Rome antique. Mais si on parle de l'âge d'or de la piraterie, où on était vraiment dans la piraterie des Antilles, on pourrait peut-être nommer, pour l'anecdote, Francis Leclerc, qui est du coup mort en 1563, donc pirate au XVIe siècle, qui est aussi connu sous jambe de bois. Il est reconnu comme le premier pirate à avoir une jambe de bois et aussi le premier pirate à avoir reçu une lettre de marque, donc à avoir été corsaire avant d'être pirate. Donc toute la fantaisie des jambes de bois, ça vient de ce monsieur-là alors. Ça vient un peu de lui, c'est lui qui était le premier à avoir la piraterie, parce que bien sûr il y avait des choses que les pirates avaient, ils ont été un peu prémonitoires sur certaines améliorations des conditions de vie qui ne sont pas représentées, notamment dans Pirates des Caraïbes malheureusement. Et en parlant des Caraïbes, du coup, ça a été qui le premier là-bas, pour le coup? Bah, comme dit, Francis Leclerc fait partie des premiers pirates qui sont installés, qui sont arrivés au début du XVIe siècle. On a eu aussi Henri Morgan, qui sont un peu les premiers qui sont installés, parce qu'ils sont installés, les derniers sont arrivés, étaient sur Nassau, la dernière république corsaire qui a été faite au XVIIIe siècle. Mais avant ça, bien sûr, on a eu l'île de la Tortue, qui est bien sûr mentionnée, et aussi on a eu Port-Royal, qui était un temps aussi une île pirate. Et un pirate, est-ce qu'il est vraiment hors la loi? Est-ce qu'il a le droit de faire vraiment tout ce qu'il veut? Ou est-ce qu'il y a un petit code à respecter? Ou il y a des règles, comme ils disent vraiment dans le Pirate des Caraïbes?
des Caraïbes, pardon, où il parle bah, justement du grand livre avec le code de la piraterie. Ouais, bah c'est un peu fantasmé, mais c'est quelque chose qui a réellement existé. On parle de Henry Morgan, j'ai mentionné tout à l'heure, qui en 1671 a mis le code de chasse-partie, qui était assez innovateur parce que justement c'est le premier code qui a mis des compensations en fonction des blessures que les pirates recevaient. Si tu perdais un œil, tu perdais une jambe, tu perdais un bras, tu avais du coup une compensation financière. Il y avait aussi cette code, un truc qui est un peu moins mentionné, c'est que s'ils arrivaient à capturer le drapeau ennemi sur le pavillon adverse, ils avaient aussi une compensation. Parce qu'il faut savoir qu'il y avait un petit peu un système de capture the flag dans les batailles navales militaires. Donc c'était un grand jeu en fait, c'est ça que tu es en train de me dire. Il y avait un grand jeu, après c'était codifié une deuxième fois par Bartholomew Roberts en 1720, qui est vraiment le code pirate qu'on connaît le plus, qui a mis des règles. Par exemple, il n'y avait pas le droit d'avoir des femmes, il n'y avait pas le droit d'avoir des jeunes enfants à bord, des jeunes hommes à bord, on n'avait pas le droit de jouer au dé ou au jeu d'argent à bord. Et après 8 heures du soir, par exemple, il n'y avait pas de lumière qui était autorisée. Si les gens voulaient continuer à boire, ils pouvaient. Mais du coup, il fallait qu'ils éteignent les lumières, il fallait qu'ils fassent dans le noir. Il fallait qu'ils aient toujours leurs armes à portée de main et du coup entretenues et fonctionnelles au cas où il y a un abordage qui arrive. Et puis ils avaient aussi un truc qui est peu mentionné, qu'ils avaient le droit de prendre part aux décisions. Parce que quelque chose qui est assez fantasmé, c'est que le capitaine, c'est l'autorité absolue sur un navire, alors que c'est absolument faux. Le capitaine avait l'autorité dans 3 domaines seulement, la chasse, l'abordage et la fuite. Dans tous les autres domaines, en fait, c'était le conseil pirate qui regroupait tous les membres qui avaient signé la charte du navire, donc ce code pirate, qui avait une part dans les décisions, qui avait chacun une voix. Par exemple, le capitaine n'avait pas de cabine attitrée dans les navires pirates, c'était vraiment chacun qui dormait un petit peu là où il y avait de la place, et chacun avait les mêmes responsabilités, on est tous embarqués sur le même navire, un peu les républiques corsaires. Ok, ah oui, c'était une véritable petite entreprise en vrai sur un bateau. Moi, j'imaginais vraiment pas ça comme ça, et c'est vrai que Pirates des Caraïbes, pour le coup, le représente clairement pas comme ça. Bah, il faut voir qu'on est au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, on est sur des navires. Encore une fois, on n'a pas toute la technologie qu'on a aujourd'hui. Donc, quand t'embarquais sur un navire, t'étais vraiment dans une galère. T'étais dans la même galère, donc tout le monde devait être signé. Donc, par exemple, j'ai dit qu'il y avait des règles pirates. Il y avait besoin, par exemple, de menuisiers, de dentistes, de gens de médecins. Et des fois, quand le médecin, on n'avait pas de médecin à bord, c'était le charpentier qui s'en occupait. Voilà. Ok, ah oui, Donc voilà, quand t'es soigné par un ça, charpentier, ouais, donc c'est pour ça les jambes de bois, pas la même ambiance, ça y ouais. allait quoi. Voilà. Et tout à l'heure, tu disais qu'il n'y avait pas le droit de femmes à bord sur le bateau, mais il y avait quand même des femmes pirates ou c'était Alors, strictement réservé aux hommes ou ça alors, se passait comment? dans les règles officielles, il n'y avait pas de femmes. Les femmes étaient vraiment encore reléguées à cette époque-là à des notions de ménage, de plaisir ou de compagnes de pirates. Donc il y a très très peu de femmes. On peut dire qu'il y en a certaines qui font faire une exception comme Mary Read et puis Anne Bonny, qui sont peut-être les 2 femmes les plus connues qui ont été du coup les 2 compagnes de Calico Jack Rackham, qui a inspiré d'ailleurs Rackham le Rouge dans Tintin. Souvent elles embarquaient sous les traits d'un homme en fait. Et au bout d'un moment, par leur prouesse militaire, elles se faisaient reconnaître et accepter par l'équipage. Mais ça reste une énorme minorité, c'est quand même une grande majorité des hommes. Et l'espérance de vie d'un pirate, c'est combien de temps à peu près? Bah, en de vie d'un pirate, c'est 3 ans en général en mer. Quand tu dépasses 25 ans, c'est que t'es vraiment bon. Quand t'atteins 30 ans, c'est que t'as vraiment bien vécu en tant que pirate. En gros, ils avaient un adage, c'était qu'on va vivre bien, on va être dans la jouissance, dans l'opulence, on va profiter au maximum parce qu'on va piller un maximum de navires, on va arriver à terre, on va tout dépenser et rebelote, on va repiller. Et on va dire, les risques c'est quand même, on se rappelle, on est dans une période où la poudre à canon commence à arriver, l'artillerie commence à arriver. Donc un boulet, un tir, c'est aussi dangereux de tirer à l'arquebuse, de tirer au pistolet, que de recevoir une balle. Enfin, il y a une dangerosité qui est assez dramatique. Et en plus, les conflits qui en mer, les intempéries, les tempêtes. La vie de marin est une vie extrêmement dure, extrêmement compliquée. C'est pour ça que souvent, les gens vont dans la piraterie, parce que ça leur offre des conditions optimales. Ils ont de la liberté, ils évitent les mauvais traitements qu'il y a dans la marine royale, parce qu'il faut dire qu'il y a une discipline brutale et très dure dans la marine royale. L'alimentation qui est vraiment exécrable, qui est la plus mauvaise, donc il y a énormément de maladies aussi sur les navires, ils sont très, très mal alimentés. Les risques pour les navires, c'est pour les pirates, c'est pas là pour tous les marins, elles sont tous les jours. Tous les jours il y a un risque, tu sais pas si tu vas survivre le lendemain, et c'est pour ça que les pirates ont vanté un peu leur vie et qui était un peu l'effervescence des pirates à ce moment-là, parce qu'au moins ils vivaient au jour le jour du mieux qu'ils pouvaient, quoi. Et
Parce que forcément, on parle pirate, mais ça vient d'où le drapeau pirate? En fait, bon, le drapeau pirate est assez ancien, il y a eu plusieurs variantes, comme on dit. Il y a le nom aussi, le surnom, c'est le Jolly Rogers. Ça, il y a plusieurs explications. Une des explications, c'est qu'en français, ça s'appelait le Jolly Rouge, parce qu'il était rouge à la base. Parce que du coup, on va dire qu'il n'y avait pas de quartier, donc le sang allait couler ce soir pendant l'abordage. Petite déformation de nos amis anglais, ils auraient compris Jolly Rogers, qu'ils auraient renommé ça le Jolly Rogers. Mais après, on a la variante la plus connue, qui est le drapeau noir avec les os. En fait, c'est assez simple, c'est qu'en fait, sur les registres d'équipage, quand quelqu'un mourait, on mettait une tête de mort en fait sur le registre de l'équipage. Et en fait, les pirates ont repris ça pour montrer qu'en fait, qu'ils étaient morts dans leur navire et qu'ils renaissaient sous le drapeau pirate. Parce que les drapeaux, comme j'ai dit, ils sont Humani Generi Hostes, ils sont morts aux yeux de la loi. Donc c'est des gens qui essaient de renaître en fait dans une anti-société, dans une société pirate, pour créer leur propre rôle, leur propre gouvernement et créer un certain vivre ensemble, un vivre entre eux. Cette vocation à la fois à inspirer la terreur, par ce drapeau qui inspirait la mort, qui inspirait la peur, mais à la fois de contrer cette société dans laquelle ils vivaient, contre la société européenne, occidentale qu'il y avait. Et ce drapeau, il avait cette vocation en fait d'éviter les abordages, parce qu'on voit dans les films, justement, Pirates des Caraïbes que tu mentionnais, on s'attaque, on se découpe à tout va. Le but d'un pirate, c'est aussi de rester en vie. Et dans les périodes plus prospères de la piraterie, les pirates ne faisaient rien à l'équipage. La seule question qu'ils posaient, c'est au capitaine, est-ce que le capitaine vous traite bien? Parce qu'ils ils étaient maltraités beaucoup viennent de la marine nationale, et se disaient, bah nous on a été maltraités, donc si le capitaine traitait mal son équipage, on pouvait avoir des choses subtiles de la planche, même si c'est pas le plus commun. Souvent on pouvait lui couper la langue, les mains, en fonction de ce qu'il avait fait. Et on pouvait le laisser sur une île déserte avec un pistolet, et puis juste de quoi survivre 1 ou 2 jours. On n'était pas là pour couler le navire et faire couler le sang. Ce symbole, drapeau pirate, il symbolise la mortalité qu'il y avait sur cette époque-là, sur les navires marchands, sur les navires militaires, qui étaient extrêmement élevés. Ok, bah carrément cool. Merci pour tout, Romain. Et je sais pas si j'ai d'autres questions sur la piraterie et que je veux me renseigner un peu plus, tu sais où est-ce que je peux trouver ça? Bah, en tout cas, merci du coup pour cet échange. J'espère que vous avez appris des trucs, les amis, sur les pirates. Et si vous avez d'autres questions, bah moi je vous renvoie sur ma vidéo, petite vidéo du coup qui vous parle de comment les pirates ont incarné l'idéal de la liberté. Pas de souci. Bah écoute, je te remercie beaucoup, Romain, pour tout. C'était carrément cool. Tes infos, elles ont été ultra importantes et carrément précises. Merci Et beaucoup. ben merci, hein, que les vents vous soient favorables les moussaillons. Et voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à rejoindre Romain et le Flow de l'Histoire sur les réseaux. Tous ces liens sont en description. Normalement, et je dis bien normalement, si tout se passe bien, on devrait faire un petit live Twitch pour accompagner cette vidéo. Donc si ça se fait, je vous tiens au courant. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et vous dis à la semaine prochaine.